Bienvenue sur Épanouir l'esprit et divertir. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde fascinant de l'analyse des gens. Vous êtes-vous déjà demandé comment interpréter les signaux non-verbaux, comprendre les motivations cachées, ou simplement améliorer vos interactions avec les autres? Si c'est le cas, vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, nous explorerons des techniques clés pour lire et comprendre les comportements et les communications non-verbales. Avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, je vous invite à cliquer sur le bouton « S'abonner » ci-dessous pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune de nos futures vidéos. N'oubliez pas également de cliquer sur la cloche de notification pour rester à jour. Maintenant, préparez-vous à enrichir votre compréhension des dynamiques humaines et à épanouir votre esprit. La clé du succès dans ce monde, c'est la communication. Pour bien communiquer, il faut comprendre les autres. Nous allons rendre cela facile en examinant une série de théories qui vous aideront à décoder ce que les gens disent vraiment. Vous serez capable de mieux comprendre les raisons derrière leur comportement et comment mieux s'entendre avec eux. Cependant, un mot d'avertissement, vous vous comprendrez encore mieux vous-même après avoir exploré ces concepts. Les principes abordés s'appliqueront à tout type de relation, mais nous commencerons par analyser les personnes que vous venez de rencontrer ou que vous commencez à fréquenter régulièrement. Au fur et à mesure que nous avançons, nous examinerons différentes relations et comment comprendre les indices subtils que les gens laissent transparaître. À la fin de cette exploration, vous serez capable d'analyser quelqu'un à partir de ses goûts, habitudes et apparences. Vous découvrirez également les 6 besoins humains, les croyances et les valeurs. Pour compléter cette expérience, vous apprendrez certaines théories courantes de la psychologie et de la psychothérapie qui vous aideront à mieux comprendre ce qui motive les gens autour de vous. Dans cette partie, nous allons aborder l'importance de la connaissance de soi pour comprendre les réactions et comportements des autres. Pour vraiment comprendre les autres, il est essentiel de commencer par se comprendre soi-même. Cette meilleure compréhension de soi vous permettra de saisir les processus internes, non seulement pour vous-même, mais aussi pour les autres. Savoir que certaines insécurités peuvent changer notre comportement nous aide à réaliser que c'est aussi vrai pour les autres. Vous serez mieux équipé pour comprendre comment une insécurité se manifeste à travers un langage corporel effacé et un manque de contact visuel. Tout langage corporel est l'expression d'une croyance sous-jacente en soi. Le contenu de notre exploration sera applicable à un niveau introspectif autant qu'à la compréhension des autres. Si vous avez du mal à comprendre le comportement des autres, il se peut que vous ayez des difficultés à comprendre vos propres processus internes. Apprendre à voir ces processus et leurs expressions extérieures vous permettra de vraiment vous comprendre. Vous devrez faire face à vos propres peurs, insécurités et préjugés si vous voulez vraiment comprendre les autres. Si vous ne cherchez pas à comprendre vos propres actions, tout ce que vous percevrez chez les autres sera filtré à travers le prisme de vos peurs, insécurités et préjugés, sans réflexion consciente de votre part. Cela donnera une image fausse et rendra la compréhension des autres encore plus difficile. Comprendre vous-même vous permettra également de voir l'effet, direct ou indirect, que vous avez sur votre entourage. La manière dont vous vous percevez, votre importance aux yeux de cette personne, votre façon de communiquer et de vous présenter influence tous la façon dont les personnes avec lesquelles vous interagissez se comportent. Par exemple, si vous agissez de manière stricte, formelle et disciplinée, ceux qui vous entourent ajusteront leur style de communication pour s'adapter à vous. Si vous vous comportez de manière joyeuse et avec beaucoup de rire, cela influencera aussi le comportement des autres d'une manière différente. Développer des compétences analytiques bénéficiera à tous les aspects de votre vie, que ce soit au travail ou dans vos relations amoureuses. Cela demandera beaucoup de travail, en particulier pour ceux qui ne sont pas naturellement analytiques, mais les améliorations sont tellement significatives que cela en vaut la peine. Vous pourrez changer votre façon de vous voir et améliorer votre connexion avec les autres. Mais il y a bien d'autres raisons pour lesquelles analyser les gens sera bénéfique à la fin. Si vous ne cherchez pas à comprendre vos propres actions, tout ce que vous percevrez chez les autres sera filtré à travers le prisme de vos peurs, insécurités et préjugés. Cela donnera une image fausse et compliquera la compréhension des autres. En comprenant vous-même, vous pourrez également voir l'effet, direct ou indirect, que vous avez sur votre entourage. La façon dont vous vous percevez, votre importance aux yeux de cette personne, votre manière de communiquer et de vous présenter influence tous la façon dont les personnes avec lesquelles vous interagissez se comportent. Devenir conscient de soi-même vous rendra également plus empathique. En analysant les émotions et les personnalités, vous commencerez à comprendre les raisons derrière les humeurs des gens. Comprendre les motivations derrière les changements d'humeur est la clé de l'empathie. En devenant plus analytique, vous apparaîtrez également plus intelligent. Une personne analytique est observatrice et se souvient de nombreux détails de son environnement. Cette nature observatrice donne l'impression d'intelligence lors des conversations.
Enfin, l'analyse de soi vous prépare mieux à toutes les situations. Les personnes analytiques détestent être prises au dépourvu. Elles planifient et se préparent pour les diverses situations de la vie, ce qui rend leur vie moins stressante. Se rendre compte de ses propres émotions et moins se sentir confus quant à ce que l'on ressent peut rendre certaines de vos actions plus compréhensibles. Ceux qui sont conscients d'eux-mêmes trouvent qu'il est moins difficile de transformer les pensées négatives en positives, d'ajuster leur perception d'eux-mêmes, de s'accepter et de vivre honnêtement. Se connaître permet de vivre de manière authentique et heureuse avec les autres. Un individu analytique utilise beaucoup de temps et d'énergie à comprendre les gens autour de lui. Cette motivation et le résultat sont appréciés par les personnes environnantes. En prenant le temps de comprendre ce que les autres ressentent et en y répondant de manière appropriée, vous apparaîtrez encore plus prévenant. En analysant les émotions et la personnalité, vous commencerez probablement à considérer pourquoi les gens ressentent et se comportent de certaines manières. Un individu analytique examinera toutes les raisons pour lesquelles quelqu'un est contrarié, replié sur lui-même ou mal à l'aise. Comprendre les motivations derrière les changements d'humeur est la clé de l'empathie. Un individu analytique est également plus intelligent en apparence. Observateur, il se souvient de nombreux détails de son environnement. Cette nature observatrice le fait paraître intelligent pendant les conversations. Enfin, être analytique vous prépare mieux à toutes les situations. Les personnes analytiques détestent être prises au dépourvu. Elles planifient et se préparent pour diverses situations de la vie, ce qui rend leur vie moins stressante. Avant de tenter d'analyser les autres, il est utile de commencer par s'analyser soi-même. Analyser ses propres pensées et sentiments est plus simple car ils sont directement accessibles. Cependant, le principal obstacle dans l'auto-analyse est de comprendre pourquoi on ressent et pense de certaines manières. Cela demande une honnêteté qui peut être douloureuse, mais une fois que vous êtes capable de vous analyser, vous pourrez identifier vos forces, vos faiblesses et les racines de vos émotions. Débuter l'auto-analyse peut sembler intimidant, mais le plus simple est de commencer par réfléchir à vos forces et faiblesses. Vos forces sont tout ce dans quoi vous êtes bon, tout ce qui vous vient naturellement, tout ce que vous aimez chez vous et ce que les autres apprécient en vous. Dans le monde professionnel, en particulier, on accorde beaucoup d'importance aux forces. Il est assez facile de nos jours de trouver des questionnaires et d'autres méthodes pour découvrir quelles pourraient être vos forces. Parmi ces traits, il y a des choses comme l'adaptabilité, être capable d'accepter facilement le changement et vivre dans l'instant, et l'harmonie, essayer de maintenir la paix en trouvant un terrain d'entente ou en faisant des compromis. Ces termes ne décrivent pas entièrement une personne, mais ils sont un bon point de départ si vous commencez. Quant aux faiblesses, vous les trouverez peut-être plus faciles à identifier. Il y a presque toujours des choses que nous n'aimons pas chez nous. Une faiblesse est quelque chose avec lequel nous luttons. Cela pourrait être que vous n'êtes pas le meilleur à l'écoute, que vous parlez souvent par-dessus les gens, ou que vous offrez des conseils non sollicités. Cela pourrait être aussi que vous êtes oublieux et désorganisé. Quelles que soient vos faiblesses, assurez-vous de ne pas être trop dur avec vous-même. Réfléchir sur vos faiblesses est une expérience difficile et vulnérable. Vos faiblesses ne doivent pas vous empêcher de vivre la vie que vous souhaitez. Dans cette partie de l'auto-analyse, vous devez être ouvert et honnête avec vous-même, tout en restant optimiste pour l'avenir. Le processus analytique peut varier d'une personne à l'autre. Certains trouveront utile d'avoir un journal ou un cahier pendant le processus. Écrire aide à se souvenir de ses réflexions et facilite le traitement de l'information. Enregistrer ses émotions et ses réponses vous permet de prendre du recul et d'avoir une vision plus globale de votre vie. Pour cette partie, il vous faudra un carnet ou un journal que vous appréciez, ainsi qu'un stylo fiable. Le meilleur moment pour écrire est un peu avant d'aller au lit, ce qui vous permet de traiter les événements de la journée. Ensuite, vous devrez prêter attention à vos pensées et vraiment vous y engager. Les pensées sont souvent automatiques et, encore plus souvent, hors de votre contrôle. Au lieu de laisser ces pensées s'échapper sans y prêter attention, vous devrez vraiment les considérer. Il y aura des événements et des choses qui déclencheront des pensées positives et d'autres, négatives. Tout ce que vous découvrirez sur vous-même devrait être noté dans votre journal. La prochaine étape consiste à réfléchir à la façon dont vous percevez les autres. Il ne s'agit pas encore d'analyser les gens, mais plutôt de réfléchir à votre réaction face aux personnes qui vous entourent. Par exemple, examinez comment vous réagissez quand quelqu'un est en retard et réfléchissez Y. Vous découvrirez peut-être que vous percevez le retard comme un manque d'attention. Les personnes en retard peuvent vous contrarier. Vous chercherez à comprendre pourquoi vous pensez ainsi. Peut-être est-ce une leçon de vos parents ou un symptôme de faible estime de soi. Approfondir cette réflexion vous aidera à découvrir les racines de vos émotions, mais cela ne doit pas concerner uniquement les aspects négatifs.
Analysez aussi des événements positifs, comme recevoir des fleurs. Si cela vous rend vraiment joyeux, peut-être que votre langage d'amour est de recevoir des cadeaux. Cela signifie que vous vous sentez plus apprécié quand les gens vous offrent des cadeaux plutôt que de faire d'autres choses pour vous. Cette connaissance peut vous aider dans vos relations. Une étape finale dans ce guide d'auto-analyse est de respecter votre corps et vos réactions physiques à l'environnement. Votre corps peut réagir à certaines choses avant même votre esprit, comme dans le cas des crises de panique où vous pouvez ressentir une augmentation du rythme cardiaque, de la transpiration et d'autres symptômes. Vous pourriez ressentir ces sensations physiques avant même de réaliser qu'une crise est en train de se produire. Identifiez ce qui déclenche vos réactions physiques et essayez de comprendre ces réponses, même si elles vous ramènent dans le passé. Il existe encore plus de façons de s'analyser soi-même. Vous pourriez essayer les suivantes. Utilisez 5 mots pour vous décrire, ce rapide exercice vous forcera à réfléchir à des adjectifs clés. Des mots comme ambitieux et compatissant sont riches de sens et pourraient vous aider à mieux vous comprendre. Essayez de rester positif. Notez vos valeurs fondamentales. Vos valeurs fondamentales sont le code selon lequel vous vivez votre vie. Ces traits sont ce que vous aspirez à être et ce que vous admirez chez les autres, comme l'intégrité, l'intelligence, l'honnêteté, etc. Connaître vos valeurs vous aidera à comprendre pourquoi et comment vous réagissez de certaines manières, ainsi qu'à ce qui vous motive. Considérez vos expériences d'enfance les plus mémorables. Nos enfances ont une influence énorme sur notre moi adulte. Pour aller à la racine de vous-même, il faudra souvent explorer votre enfance. Utilisez votre journal pour noter vos expériences, positives ou négatives, et réfléchir à la manière dont elles vous affectent encore. Si vous aviez un parent strict et que vous étiez sévèrement puni pour avoir enfreint les règles, vous pourriez encore avoir peur de les enfreindre à l'âge adulte. Cet exercice, un peu vague, peut prendre du temps, mais c'est tout à fait normal. Il est particulièrement utile si vous préférez la communication écrite. Votre histoire est l'essence de qui vous êtes. Elle comprendra toutes les expériences qui vous définissent. Vous pouvez écrire ces expériences chronologiquement ou simplement écrire ce qui vous vient à l'esprit en premier. Il n'y a pas de bonne manière de faire cet exercice. Ne vous inquiétez pas de la perfection de votre écriture, écrivez simplement ce que vous ressentez le besoin d'écrire. Si vous avez du mal à trouver des idées, voici une liste de sujets suggérés. Vos parents, vos relations avec vos frères et sœurs, vos expériences au lycée, vos expériences à l'université, votre premier emploi, votre premier amour. Comment vous avez rencontré votre meilleur ami, vos livres préférés. En poursuivant avec l'exercice de rédaction de votre histoire, considérez également d'autres éléments qui vous définissent. Votre liste de choses à faire avant de mourir, bucket list. Vos plus grandes peurs. Votre journée parfaite. Ces réflexions vous aideront à mieux comprendre vos aspirations, vos craintes et ce qui vous rend vraiment heureux. Il est important de noter les différences dans votre façon d'agir et de communiquer avec les différentes personnes dans votre vie, pour reconnaître comment vos actions et manières affectent ces personnes. Parmi les personnes notables dans votre vie, il peut y avoir votre conjoint, vos enfants, si vous en avez, votre patron, un enseignant avec lequel vous avez eu du mal, vos parents, une personne avec laquelle vous n'avez pas d'affinité particulière, vos amis les plus proches. Vous devriez remarquer et réfléchir à la manière dont le comportement varié de toutes ces personnes différentes affecte la façon dont vous vous présentez à eux à travers vos propres actions. Une bonne façon de pratiquer cela est de penser à comment les autres peuvent vous considérer dans leur vie et comment cela les amène à se comporter autour de vous, peut-être différemment qu'autour d'autres personnes. Différence entre les personnes que vous connaissez et celles que vous ne connaissez pas, il est probablement évident que la façon dont vous connaissez quelqu'un, ou le désir de mieux le connaître, affecte grandement la manière dont vous le voyez et vous comportez envers lui. La distance ou la proximité relationnelle avec quelqu'un définit ce que vous devez considérer lorsque vous observez leur comportement et le vôtre lors des interactions. Cela vous aidera également à déterminer comment utiliser ces insights pour mieux interpréter ce qu'ils communiquent. Pour mieux élaborer ce concept, 4 exemples sont expliqués ci-dessous. 1. Lorsque vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, vous vous demandez s'il est attiré par vous. Vous êtes intéressé, mais souhaitez mieux le connaître avant d'exprimer vos sentiments. Votre relation interpersonnelle avec cette personne est récente et superficielle. De plus, vous voulez vous assurer d'interpréter correctement ces signaux avant d'exprimer vos sentiments, au cas où ils ne seraient pas partagés. Lors de vos premières rencontres, vous ferez attention à la façon dont cette personne se comporte autour de vous, à son langage corporel, à sa manière de parler et même à ses préférences. 2. Vous avez une idée innovante pour un projet d'entreprise et pensez à la partager avec un collègue. Votre relation avec cette personne est de moyenne durée et relativement superficielle. Avant de présenter votre idée,
vous voulez observer son comportement pour voir si elle serait un partenaire commercial approprié et si vous êtes compatibles pour travailler ensemble. Vous utiliserez ces informations pour déterminer comment l'aborder de manière à obtenir la meilleure réponse possible. Vous devez observer son langage corporel, ses préférences, ses impulsions, sa communication verbale et avoir un aperçu de sa vie personnelle et de ses expériences passées. 3. Vous et votre partenaire êtes en couple depuis 1 an. La relation devient sérieuse et vous pensez à lui demander de vivre ensemble. Cette relation est de moyenne durée et intime. Vous voulez d'abord considérer si emménager ensemble serait un choix judicieux. 4. Votre relation avec votre mère est un peu instable. La relation entre vous deux est de longue durée et intensément impliquée. Votre objectif est de réparer votre relation avec elle et d'essayer de comprendre l'origine des complications entre vous deux. À considérer, son langage corporel, ses préférences, ses impulsions, la façon dont elle vous parle, des informations détaillées sur sa vie personnelle, ses points de concentration et comment elle satisfait ses besoins. Le facteur le plus énigmatique à déterminer est sa motivation. Dans tous les exemples ci-dessus, les 3 principaux facteurs à considérer sont l'étendue de votre relation avec cette personne, sa motivation et les informations et aperçus que vous avez sur elle en tant qu'individu. Ces 3 éléments définiront comment vous pouvez utiliser les informations acquises, ce qui sera élaboré plus tard dans le document. Une bonne façon de mettre cela en pratique est de penser à 3 personnes dans votre vie que mieux comprendre serait avantageux. Considérez le type de relation que vous avez avec chacune de ces personnes, pourquoi vous voulez gagner plus de perspicacité sur ces relations spécifiques et comment ces points influenceront les informations que vous avez déjà afin d'analyser correctement ces personnes. Anthony Robbins, un auteur et conférencier renommé, a aidé des millions de personnes à travers le monde à réaliser et atteindre leurs objectifs de vie. Les principes qu'il transmet sont intuitivement logiques et ont permis à de nombreuses personnes d'améliorer leur vie. Nous ferons référence à certains de ces concepts pour nous aider à comprendre les motivations des autres et les nôtres. La psychologie est un domaine vaste et complexe, et bien que nous ne puissions couvrir tous les détails dans ce document, nous aborderons les tactiques psychologiques essentielles qui vous aideront à améliorer vos capacités analytiques et conceptuelles. Il y a 3 composantes principales de la psychologie pratique extrêmement utiles pour déchiffrer le fonctionnement de l'esprit des gens. La peur est le facteur le plus répandu qui nous retient et c'est l'une des émotions les plus importantes dont nous sommes capables. Bien qu'elle ait principalement une connotation négative, la peur a eu un énorme bénéfice évolutif, sans elle, les humains n'auraient jamais pu arriver là où nous sommes aujourd'hui. Si nous étions sans peur, nous ne nous serions jamais protégés contre des facteurs potentiellement mortels comme les prédateurs ou les catastrophes naturelles. Cependant, bien que la peur ne soit plus un composant vital pour notre survie, elle est toujours présente et profondément ancrée dans nos esprits, pouvant provoquer une gamme d'émotions allant d'une légère appréhension à une terreur intense. Comprendre la peur elle-même est une composante clé pour comprendre les gens. Il y a 2 principales versions de la peur qui affectent le plus couramment la population mondiale aujourd'hui, la peur de ne pas être à la hauteur et la peur de ne pas être aimé. Ces peurs, présentes depuis les débuts de l'humanité, ont évolué avec nous. Auparavant, nous avions peur de ne pas être assez rapide pour chasser un animal afin de nourrir notre famille, cela s'est maintenant transformé en crainte de ne pas performer de manière optimale au travail, d'être licencié et de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de notre famille. Tandis qu'autrefois nous craignions d'être rejetés ou exclus de notre village, nous craignons aujourd'hui que les gens autour de nous écartent, nous laissant nous sentir rejetés et isolés. Ces peurs peuvent sembler irrationnelles, mais elles sont toujours présentes et la majorité des gens luttent pour les surmonter. Alors que l'instinct commun nous pousse à combattre ou à fuir la peur, il est en fait plus efficace de l'accepter. Imaginez un homme et une femme faisant de la danse de salon, l'homme représentant la peur, la femme vous représentant, et la danse représentant la vie qui doit continuer jusqu'à la fin de la musique. Jusqu'à ce point final, vous devez rester face à votre peur, qui est destinée à diriger et contrôler la danse. Plus vous essayez de vous en éloigner ou de la combattre, plus la danse sera désorganisée et maladroite. Cependant, si vous suivez la conduite de la peur et coopérez avec elle pour atteindre la fin de la danse de la manière la plus fluide possible, vous n'exercez pas d'énergie excessive à la prolonger et à avancer la négativité, mais approchez calmement la fin avec une résolution plus positive. Généralement, faire face à nos peurs et travailler avec elles au lieu de les combattre est le moyen le plus efficace de les surmonter. Une fois cela réalisé, nous pouvons vraiment commencer à vivre nos vies à leur plein potentiel. L'importance et les émotions que nous associons à certains événements orientés décident grandement de la qualité de nos vies. Il y a 3 facteurs qui définissent les valeurs que nous attribuons à des événements spécifiques. Le premier est les impulsions physiques déclenchées par un événement. Ces impulsions peuvent se produire de manière délibérée ou involontaire,
comme garder les yeux baissés ou adopter une mauvaise posture. Des actions physiques à faible énergie lient des sentiments négatifs à un événement, ce qui est immédiatement évident pour les autres autour de vous. Le deuxième facteur est les choses verbales que nous nous disons, soit à haute voix, soit dans notre tête. Ce peuvent être des choses négatives ou positives, comme des remarques auto-apitoyantes par rapport à des remarques auto-valorisantes. Vous pouvez soit vous dire qu'il n'y a pas d'espoir, soit vous demander comment vous pouvez utiliser ce que vous avez appris pour vous améliorer à l'avenir. Ce que vous vous dites à propos d'un certain événement peut soit vous abattre, soit vous aider à vous développer. Le troisième facteur qui détermine comment nous attribuons un sens aux événements est celui de notre focus et des éléments que nous soulignons dans certaines situations. Si nous nous concentrons sur un point négatif dans une situation, c'est là que toute notre énergie va et nous associons ainsi la situation à la négativité. Cependant, si nous pouvons identifier un élément positif dans la situation et nous concentrer sur celui-ci, nous pouvons canaliser notre énergie dans l'association de l'événement avec la positivité. Chapitre 2. Utiliser notre corps pour communiquer. En plus de la communication verbale, nous communiquons énormément à travers notre langage corporel. Le langage corporel ne se limite pas à des gestes de la main spécifiques comme un pouce levé ou la langue des signes, qui sont en fait une forme de communication verbale directe. Il se réfère plutôt à des manières subtiles de modifier notre position corporelle, nos expressions faciales ou de petits gestes qui peuvent grandement influencer ce qu'une personne veut dire ou comment elle se sent. Par exemple, même un pouce levé peut être interprété différemment selon les expressions faciales de la personne ou sa posture générale. Même certains aspects de la communication verbale sont étroitement liés au langage corporel, car les mots sortant de notre bouche peuvent avoir un sens complètement différent lorsqu'ils sont accompagnés de certains gestes ou tons de voix. Cependant, il existe des zones floues où certains gestes peuvent se croiser. Prenons l'exemple de pointer du doigt. C'est généralement une forme de communication directe et claire, mais cela peut aussi être fait inconsciemment, et rester conscient de ce que nos mains font est vital pour contrôler efficacement son langage corporel. Il y a de nombreux facteurs à considérer lors de l'interprétation du langage corporel, y compris les mouvements des yeux, la posture, les expressions faciales et les mouvements corporels. Tous ces éléments peuvent communiquer des choses que nous ne disons pas verbalement et peuvent donner un aperçu de ce que nous pensons réellement et comment nous nous sentons. Il est souvent demandé si le langage corporel est effectué consciemment ou inconsciemment. Il est souvent difficile de contempler simultanément le contenu de la conversation et ce qui se passe autour de nous. La plupart du temps, nous répondons physiquement de manière instinctive ou automatique, et il arrive souvent que nous réalisions après coup que nous avons communiqué quelque chose à travers notre corps que nous n'avions pas l'intention de transmettre. Dans de tels cas, il est courant de réfléchir sur la situation en rétrospective, en analysant nos pensées et les autres facteurs autour de nous pour essayer de comprendre ce que nous pensions à ce moment-là. Le langage corporel est en fait si instinctif et involontaire qu'il ne nécessite pas beaucoup de réflexion, ce qui soulève la question de l'esprit conscient et subconscient. De nombreux conférenciers motivants se réfèrent à cette partition lors de séminaires. Le langage corporel a le pouvoir d'être à la fois incroyablement subtil et incroyablement intense. De même, dire quelque chose d'aussi simple que « merci » par texto peut signifier d'innombrables choses, en fonction de la gestuelle ou des expressions faciales qui l'accompagnent. Quelqu'un pourrait le prendre pour du sarcasme, de la sincérité, de l'insincérité, et même de manière très profonde, comme lorsqu'il est accompagné de larmes. Bien qu'il soit couramment admis que la manière la plus précise de déterminer ce que ressent ou pense une personne se lit dans ses expressions faciales, en plus de ses mots, des études récentes suggèrent que cela est en fait inexact. Cette recherche indique que les gens ne sont pas infaillibles dans la lecture des émotions subtiles à travers le visage d'une personne et que la seule observation des expressions faciales n'est pas suffisante pour déterminer pleinement l'intensité d'une émotion ou d'un sentiment. Une étude menée à Princeton, basée uniquement sur la lecture des expressions faciales à partir de photographies de visage, a prouvé que les gens n'étaient précis que dans 50% des cas pour déterminer leurs émotions, sans pouvoir observer le reste du langage corporel. La quantité croissante d'informations que nous découvrons sur le langage corporel est révélatrice de sa complexité et de son importance incroyable. L'importance du langage corporel pour déterminer les émotions de quelqu'un. Le langage corporel est un facteur vital à considérer lors de l'acquisition d'informations pour analyser une personne spécifique. Les émotions sont exprimées par de nombreux moyens, mais le langage corporel peut être la manière la plus organique et involontaire de s'exprimer. Les mouvements des yeux, les gestes des mains et les mouvements du corps sont en grande partie effectués automatiquement sans préméditation et peuvent être un excellent outil lors de l'analyse de quelqu'un et de l'évaluation de ses véritables sentiments et pensées qui peuvent contredire les mots qu'il prononce. En plus d'utiliser cette connaissance pour observer les gens autour de vous,
il est également utile de l'utiliser pour analyser votre propre comportement et la manière dont votre corps communique inconsciemment lorsque vous parlez, et voir s'il existe une correspondance précise avec ce que vous pensez ou ressentez à ce moment-là. Il se pourrait bien que vous découvriez que vous avez tendance à envoyer des signaux contradictoires sans même le savoir. L'évaluation du langage corporel peut être particulièrement utile pour comprendre quelqu'un que vous venez de rencontrer. Même sans avoir encore eu de conversation, vous pouvez immédiatement recueillir des informations sur cette personne en observant comment elle se tient, comment elle vous regarde ainsi que les personnes autour d'elle, son visage et la distance physique qu'elle maintient avec les autres. L'analyse du langage corporel fonctionne aussi pour mieux comprendre les gens que vous connaissez déjà, qu'il s'agisse de simples connaissances ou de personnes avec lesquelles vous entretenez des relations plus intimes. Par exemple, si vous remarquez qu'un ami ou un collègue adopte une certaine posture ou fait certains gestes ou mouvements lorsqu'il est nerveux ou insécurisé, vous pouvez mieux l'aider en intervenant dès que vous le remarquez. Vous pouvez utiliser ces nouvelles observations en complément de ce que vous savez déjà sur eux pour les comprendre encore mieux, et prendre note des actions ou gestes répétitifs qu'ils font et des émotions associées. Éléments qui impactent le langage corporel, il n'y a pas de définition universelle établie qui stipule que certains mouvements signifient certaines choses. Tout comme différentes personnes ont différentes manières de s'exprimer physiquement, intentionnellement ou non, il existe également de nombreuses influences culturelles qui affectent la façon dont les gens communiquent physiquement. Les normes sociales varient d'un pays à l'autre. Par exemple, dans certaines cultures, éviter le contact visuel est un signe de manque de respect, alors que dans une autre culture, cela pourrait signifier exactement l'opposé. Pour un exemple plus spécifique, en Finlande, le contact visuel est un geste sociable et approchable, tandis qu'au Japon, le contact visuel direct est généralement perçu comme exprimant la colère ou l'hostilité. Bien qu'il y ait beaucoup plus à prendre en compte pour évaluer une personne que le langage corporel seul, c'est une base essentielle pour cela. Il existe de nombreux autres facteurs discutés tout au long du document que vous pouvez utiliser en combinaison avec l'analyse du langage corporel pour obtenir une idée complète de ce qui se passe à l'intérieur d'une personne et de ce qui les rend tels qu'ils sont. C'est quelque chose que vous trouverez très utile et dont vous bénéficierez en y prêtant attention lorsque vous interagissez avec les gens à l'avenir, et vous deviendrez plus compétent et précis dans le déchiffrement d'une personne. Vous deviendrez plus compétent et précis dans le décryptage du langage corporel d'une personne, quel que soit son niveau de subtilité. De plus, vous pouvez également appliquer ces tactiques d'observation à vous-même pour déterminer et mieux contrôler votre réaction physique lors de la communication avec d'autres personnes, afin de vous assurer que votre corps transmet le même message que vos mots. Proxémique, la proxémique, un terme décrit pour la première fois dans les années 1960 par l'anthropologue Edward Hall, concerne la distance que les gens maintiennent entre eux et les autres. Elle peut être une représentation précise de l'état des relations entre eux. Outre cela, elle peut également montrer ce qu'une personne communique non verbalement à l'autre, intentionnellement ou non. Hall a établi une liste de distances associées à différents niveaux de relations. Relations intimes profondes, environ 1,5 pieds. Amis proches et famille, entre 1,5 et 24 pieds. Connaissances ou relations occasionnelles, entre 4 et 12 pieds. Prise de parole en public, entre 12 et 25 pieds ou plus. Ces mesures sont des estimations pour donner une idée de base de la façon de déterminer les relations des gens en fonction de leur proximité. Par exemple, si deux personnes sont très proches l'une de l'autre, elles sont probablement intimement impliquées, cependant, même des personnes en relation romantique peuvent communiquer avec 10 pieds entre elles. Comme pour toutes les évaluations du langage corporel, cette liste est relative et doit être considérée dans le contexte du scénario pour évaluer correctement la situation. Oculésie, l'oculésie est définie comme l'observation des mouvements des yeux d'une personne et de sa manière de regarder les gens. Continuité du sujet, l'oculésie est un facteur important dans l'évaluation de la communication non verbale d'une personne. Elle se divise en deux sous-catégories principales pour décrypter les mouvements des yeux d'une personne en relation avec ses sentiments et ses pensées. 1. La première sous-catégorie sous l'oculésie concerne la taille de la pupille d'une personne et comment elle se dilate et se contracte pendant la communication interpersonnelle. C'est un facteur très subtil, souvent difficile à remarquer et un peu délicat étant donné que des facteurs environnementaux peuvent également influencer la taille de la pupille, comme la lumière ou la concentration. Une autre raison pour laquelle les pupilles d'une personne peuvent être affectées par des facteurs externes est l'intoxication, raison pour laquelle la police utilise des lampes pour éclairer les yeux des personnes si elles sont suspectes. Pour vraiment observer les pupilles de quelqu'un, il faut être à une proximité relativement proche du visage de la personne. Un des changements les plus notables dans la taille de la pupille est qu'il existe une corrélation entre la dilatation des pupilles et la peur, la nervosité, l'excitation, le désir ou l'hostilité. La raison en est que lorsque l'instinct de combat ou de fuite s'active, il y a un afflux d'adrénaline dans le sang,
ce qui garantit que les pupilles sont à un pic de sensibilité pour donner à la personne la meilleure chance de se sauver dans une situation dangereuse. 2. Le contact visuel lui-même comporte plusieurs subdivisions qui communiquent de nombreuses choses différentes. Regard vers le bas, cela peut signifier deux choses complètement différentes selon les cultures. Dans certains pays, regarder vers le bas est un signe de respect ou de révérence, tandis que dans d'autres pays, cela peut exprimer la peur ou la culpabilité. Regard vers le haut, ce mouvement des yeux peut avoir plusieurs significations, variant d'une personne à l'autre. Regarder vers le haut peut être une expression involontaire d'ennui ou cela pourrait aussi signifier que la personne essaie de se rappeler de quelque chose. D'un autre côté, si une personne lève les yeux tout en inclinant légèrement la tête vers le bas, cela pourrait être un message de flirt ou d'excitation. Mouvements latéraux des yeux, ce mouvement des yeux peut également avoir de nombreuses interprétations différentes. Déplacer rapidement les yeux vers le côté peut suggérer qu'une personne n'est pas sincère. Le suivi du mouvement d'un sujet avec les yeux exprime de l'intérêt, qui peut être positif ou négatif. Un suivi négatif peut indiquer de la méfiance ou de la suspicion. Le plissement des yeux, bien qu'il puisse simplement signifier qu'une personne essaie de se concentrer physiquement sur quelque chose, peut aussi avoir une implication mentale, généralement un signe de cynisme ou de scepticisme, surtout s'il est accompagné d'un froncement de sourcils. Le clin d'œil est le plus souvent utilisé pour exprimer de l'humour ou de la légèreté, pouvant soit suggérer subtilement quelque chose, comme de l'excitation, soit simplement être utilisé comme un geste amical de salutation. Le clignotement rapide peut indiquer la confusion ou la nervosité, tandis que son absence définit un regard fixe. Posture et port, en plus de la proxémique et de l'oculésie, la manière dont une personne se tient ou positionne son corps est également un indicateur très précis de son opinion ou de sa perspective sur un scénario ou une personne. Les postures les plus notables et courantes à observer sont debout, signifie généralement l'autorité ou le contrôle, comme un enseignant debout devant ses élèves assis. Assis, peut exprimer la soumission, l'insécurité ou l'infériorité, bien que ce ne soit pas toujours vrai. Affaissé, une posture affaissée, avec des épaules arrondies et un torse légèrement penché, peut indiquer l'insécurité, l'ennui ou la passivité. Posture ouverte, une posture droite avec la poitrine sortie exprime généralement la confiance et l'assurance. Geste des mains et des bras, des gestes manuels larges ou excessifs signifient également l'assurance et l'autorité. Poignée de main, la façon dont une personne serre la main d'une autre peut exprimer la confiance en soi et la dominance ou l'inverse. Positionnement, les personnes très confiantes et autoritaires se placent souvent à l'avant d'un groupe, tandis que les personnes plus passives ou insécurisées essaient de rester en arrière. Membres croisés, croiser les bras ou les jambes peut signifier l'insécurité, la défensive, le ressentiment, la colère ou le désaccord. Signe d'intérêt sexuel, les hommes intéressés sexuellement par quelqu'un ont tendance à diriger leur poitrine vers cette personne et à se pencher en avant, tandis que les femmes ont tendance à tourner leur poitrine loin de l'autre personne et à se pencher en arrière, les pieds face à l'autre personne. Agitation, l'agitation des jambes ou des pieds ou toute expression de lutte pour rester immobile sont généralement des signes de nervosité, d'anticipation ou d'impatience. En considérant tous les mouvements physiques mentionnés et leurs diverses interprétations, il existe quelques mouvements qui offrent généralement des lectures cohérentes. Les trois suivants en particulier sont excellents pour commencer vos analyses des gens. Membres croisés, comme mentionné précédemment, cette posture exprime généralement le malaise ou l'appréhension d'une personne ou d'une situation. C'est une sorte de protection instinctive, car la personne se garde physiquement de ce qui la rend inconfortable. Mimétisme, si une personne reproduit les mouvements et la posture d'une autre personne, cela exprime de l'intérêt et un sentiment de connexion qu'elle souhaite faire connaître à l'autre personne. Le mimétisme est couramment observé chez les médiateurs, les négociateurs commerciaux, ainsi que chez les personnes qui s'intéressent romantiquement l'une à l'autre. Port, la façon dont une personne se tient et maintient sa posture peut être très informative. Une personne qui a tendance à se tenir et à s'asseoir droite, avec la poitrine sortie et la tête haute, indique généralement une personne confiante et autoritaire, tandis qu'une posture affaissée et molle irradie souvent l'insécurité ou la timidité. Les différentes sections du corps envoient des messages différents, chaque groupe transmettant généralement un message spécifique. Il est important de garder à l'esprit que chaque personne est différente et que son langage corporel coïncide avec cela. Les personnes extraverties peuvent faire des gestes plus grands ou se rendre plus visibles dans un groupe, mais cela ne signifie pas nécessairement que leurs homologues introvertis sont complètement insécurisés et toujours anxieux. Bien que l'agitation soit souvent un signe de maladresse ou de nervosité chez une personne, beaucoup de gens s'agitent simplement ou font de petits mouvements répétitifs par habitude. C'est pourquoi il est important d'analyser le comportement spécifique d'une personne sur une période prolongée après quelques rencontres dans différents scénarios pour évaluer correctement son langage corporel et éviter des analyses incorrectes.
Ce que votre haut du corps communique, le tronc de notre corps contient tous nos organes vitaux et nos corps effectuent instinctivement des mouvements pour protéger notre cœur, nos poumons et d'autres organes en réaction à notre environnement. Par exemple, si vous demandez des directions à un inconnu dans la rue mais qu'il ne tourne pas son torse vers vous en répondant, il se sent probablement incertain à votre égard. Inversement, si vous rencontrez quelqu'un que vous connaissez dans la rue et que vous le saluez, il vous accueillera très probablement avec son torse face à vous en signe de confiance et d'assurance. La hauteur à laquelle on tient son haut du corps est également significative. Un torse droit avec des épaules droites dégage une impression de confiance, tandis qu'une posture affaissée avec des épaules tombantes indique l'ennui ou le doute de soi. L'analyse du haut du corps est particulièrement utile dans les scénarios de rencontres amoureuses. Si l'autre personne garde son torse pointé vers vous, cela indique qu'elle se sent en sécurité avec vous. Si elle se rapproche encore plus de vous, cela indique certainement un confort, car d'un point de vue primal, elle expose le carrosse de ses organes vitaux directement à vous. Inversement, si vous trouvez l'autre personne lors d'un rendez-vous assise à distance de vous, avec son torse incliné ou les bras croisés, cela signifie un sentiment de ne pas être totalement en sécurité et de protéger son torse. Cette analyse du haut du corps peut être appliquée dans une variété de situations sociales, pas seulement les rencontres amoureuses, mais ce type de scénario est un très bon exemple. Ce que les bras et les mains révèlent, les bras et les mains peuvent communiquer beaucoup sur une personne. Certaines personnes utilisent de grandes quantités de gestes des mains et des bras, tandis que d'autres en utilisent à peine. Généralement, lorsqu'une personne utilise beaucoup de gestes des mains en parlant, elle est perçue comme plus abordable et vive. À l'opposé des gestes énergiques, des gestes plus discrets comme croiser les bras sont généralement associés à l'attitude distante, antisociale, effrayée ou contrariée. Considérant tous les composants du langage corporel, le contexte doit également être pris en compte dans les jugements. Certaines personnes croisent leurs bras ou font d'autres gestes de la main et du bras à faible énergie dans des situations inconnues, ce qui peut donner une image inexacte d'eux. Pour interpréter correctement leurs mouvements, il est important de combiner l'analyse des gestes des bras et des mains avec l'observation de leurs autres actions. Il est aussi important de garder à l'esprit les personnes agitées qui tripotent avec leurs mains et leurs bras. L'agitation est généralement un signe d'anxiété et d'inconfort et se manifeste souvent par des personnes touchant leur propre visage, tête et d'autres parties du corps. À part cela, tripoter avec les mains et les bras peut aussi indiquer l'ennui, comme avec le tapotement des doigts. C'est universel de communiquer non verbalement avec nos mains et nos bras, et la plupart du temps, cela se fait inconsciemment et révèle en fait plus que nous ne souhaiterions laisser transparaître sur nos sentiments. Heureusement, il est possible de s'entraîner à mieux dissimuler certaines émotions ou pensées en contrôlant ses mouvements de mains et de bras. Un bon exemple de ceci sont les présentateurs de nouvelles à la télévision. Pour cacher la nervosité ou l'anxiété qui se manifeste habituellement par l'agitation ou le tremblement, gardez vos mains posées sur une table ou sur vos genoux pour les garder immobiles. Il est important de ne pas les serrer fermement ensemble, car cela peut communiquer les mêmes émotions que l'agitation, mais juste de les laisser reposer calmement l'une sur l'autre. Si vous êtes en position debout, laissez vos bras tomber naturellement à vos côtés. Bien que dans la plupart des situations, il n'y ait pas beaucoup de contact physique lors de la première rencontre avec quelqu'un, il est courant dans de nombreuses cultures de saluer les gens pour la première fois avec une poignée de main. Les poignées de main sont devenues associées à la confiance en soi d'une personne, ou à son absence, mais cela n'est pas nécessairement précis. On croit généralement que des poignées de main fortes et fermes sont un signe d'assurance, et que des poignées de main faibles sont un signe de faiblesse. À cause de cela, beaucoup de gens ont tendance à exagérer la fermeté de la poignée de main à cause de la signification qui y est associée. De plus, les poignées de main ne sont pas un salut social universel à travers le monde, donc si vous saluez une personne d'une culture qui n'a pas l'habitude d'utiliser les poignées de main, elle peut en avoir une moins forte, ce qui ne signifie pas nécessairement qu'elle est insécurisée. En résumé, ce n'est pas la tactique la plus précise pour recueillir des informations sur une personne en fonction de la force de sa poignée de main. Ce que les jambes et les pieds révèlent, probablement parce qu'ils ne sont pas habituellement directement en vue, les jambes et les pieds sont souvent négligés lorsqu'il s'agit de lire le langage corporel d'une personne. Cependant, des recherches montrent que les jambes peuvent être l'une des parties de notre corps les plus honnêtement expressives. Parce que les gens mettent beaucoup d'efforts à contrôler leurs expressions faciales et les mouvements de leurs bras et de leurs mains, les jambes et les pieds peuvent souvent révéler des choses que les gens ont entraîné leur visage et d'autres parties de leur corps à cacher. Lorsque vous analysez le langage corporel de quelqu'un, observez ses pieds et la direction vers laquelle ils sont pointés. Habituellement, les pieds d'une personne seront pointés dans la direction où elle souhaite le plus être, donc s'ils sont pointés vers vous, cela est un signe de confort et de sécurité. Cependant, s'ils sont pointés vers l'extérieur,
cela est une autre méthode organique de protection pour être prêt à fuir si une personne se sent mal à l'aise. En plus de la direction dans laquelle leurs pieds sont pointés, des jambes et des pieds agités peuvent également indiquer l'insécurité ou l'inconfort, tout comme des bras et des mains agités. De même, des mouvements répétitifs des pieds et des jambes peuvent signifier l'anxiété ou l'ennui. La différence est que, d'un point de vue biologique, garder les pieds et les jambes en mouvement permet mieux à la personne de se lever et de courir si nécessaire. Observer les habitudes de mouvement des pieds et des jambes d'une personne peut vous donner beaucoup d'informations sur sa capacité de concentration. De même que croiser les bras signifie qu'une personne se protège, croiser les jambes peut faire de même. Les femmes ont tendance à croiser leurs jambes ou à garder leurs jambes serrées lorsqu'elles portent des robes ou des jupes, mais cela ne signifie pas toujours que le scénario les rend insécurisées. D'un autre côté, les hommes ont tendance à faire le contraire et à écarter excessivement leurs jambes en position assise. Cela prend beaucoup de place et ces types de mouvements indiquent généralement un sentiment d'autorité ou de trop de confiance. Lorsqu'une personne adopte l'un de ces mouvements revendicateurs d'espace, comme écarter très largement les jambes en position assise, on peut supposer qu'elle essaie d'exprimer la confiance ou la supériorité, qu'elle en soit consciente ou non. La façon dont une personne se tient en marchant est également un excellent indicateur de son état intérieur. Une personne qui marche à grands pas et de manière confiante démontre de l'assurance et de la compétence, tandis que traîner les pieds avec une posture affaissée en marchant peut indiquer un manque de confiance. Dans quelle mesure pouvons-nous contrôler ou falsifier notre langage corporel ? Il a été dit que si vous savez comment modifier et contrôler correctement votre langage corporel pour paraître plus assuré, cela s'ancrera réellement en vous et vous rendra plus confiant. Une étude en particulier a été menée par Amy Cuddy pour tester cette théorie. Les sujets ont participé à des poses de haute puissance et de faible puissance, et les variations ont été observées. Les poses de haute puissance incluent celles qui prennent de l'espace, comme se pencher en arrière sur une chaise avec les mains repliées derrière le cou et les pieds posés, ou se tenir debout avec les mains sur les hanches. Les poses de faible puissance comprenaient des choses comme se voûter ou s'asseoir sur une chaise avec les bras et les jambes croisés. Les résultats ont montré que lorsque les gens exécutaient les positions de haute puissance, leur niveau de testostérone augmentait et leurs hormones de stress, cortisol, diminuaient, et l'exact contraire se produisait lorsqu'ils faisaient les positions de faible puissance. Le résultat concluant était que vous pouvez réellement modifier les niveaux chimiques et hormonaux de votre corps en prenant consciemment part à une pose, qu'elle reflète ou non ce que vous pensiez réellement à ce moment-là. En tant qu'AP, vous pouvez vous référer à cela lorsque vous observez les gens à l'avenir. Si vous avez des pensées selon lesquelles la personne manque réellement de confiance en elle mais compense avec des poses de haute puissance, ces positions peuvent réellement leur fournir la confiance qu'ils manquent autrement. Aspect du visage avec tous les muscles du visage et sa capacité à afficher des pensées et des émotions, lire les expressions faciales peut être une tâche difficile. Cependant, il existe quelques principes de base des mouvements faciaux qui peuvent être utilisés pour déterminer des émotions simples. Positivité ou bonheur, dans les cultures occidentales, un sourire est généralement accepté comme un signe de bonheur, mais c'est seulement du bonheur authentique si les muscles autour des yeux sont engagés dans l'expression. Cela se voit par les pattes doigts ou les rides près des coins des yeux. Un autre signe de l'engagement musculaire est les yeux devenant plus étroits horizontalement à mesure que les muscles des joues se lèvent et que le sourire s'élargit. Sans ces caractéristiques notables d'un sourire, un sourire inauthentique peut sembler sarcastique ou simplement courtois, mais pas réellement joyeux. Dans les cultures orientales, un sourire peut être interprété comme un signe d'accord et pas nécessairement un signe de bonheur. Négativité ou tristesse, les signes de tristesse sont visibles sur les yeux et la bouche. Les points intérieurs des sourcils seront tirés vers l'intérieur et vers le haut. Les coins de la bouche peuvent être pointés vers le bas, ainsi que la lèvre inférieure légèrement saillante avec les deux lèvres pressées ensemble. Il est dit que la tristesse est l'expression la plus difficile à feindre. Haine ou mépris, l'expression de la haine ou du mépris peut être marquée par un regard également appelé une grimace, où la bouche ressemble à un demi-sourire, mais un coin de la bouche est tiré plus haut que l'autre. Les yeux peuvent être rétrécis avec les sourcils tirés l'un vers l'autre et les muscles des joues proéminents à mesure qu'ils se lèvent. Dégoût ou répugnance, les joues seront soulevées et les sourcils tirés ensemble et vers le bas. Le nez sera également plissé et la lèvre supérieure recourbée, exposant des dents serrées. Choc ou surprise, les yeux seront grands ouverts, ce qui fait lever considérablement les sourcils. La mâchoire inférieure peut également s'ouvrir légèrement ou largement. Peur, la peur fera lever et rider les sourcils, et les paupières inférieures seront tirées vers le haut. Parfois, les paupières supérieures se lèveront également, exposant du blanc dans les yeux au-dessus des iris. Les lèvres peuvent également être légèrement écartées. Colère, les yeux seront rétrécis avec les sourcils tirés vers l'intérieur et vers le bas.
Les lèvres peuvent être pressées ensemble si la personne ne parle pas, serrant également les muscles de la mâchoire et la mâchoire inférieure légèrement saillante. Si la personne parle, le ton de la voix sera probablement élevé. Expressions évidentes et discrètes. Les expressions macro, évidentes, se manifestent lorsqu'une personne est entourée d'autres personnes avec lesquelles elle est à l'aise ou lorsqu'elle se trouve dans une situation où elle n'a pas besoin de censurer ses émotions. Ces expressions dureront de 1 demi-seconde à 5 secondes. Les expressions micro, discrètes, durent des fractions de secondes, ce qui les rend difficiles à reconnaître. Elles apparaissent généralement seulement lorsqu'une personne tente de cacher ses vraies émotions dans une situation. La personne n'est généralement pas consciente qu'elle fait des micro-expressions, c'est donc un bon moyen de déterminer les vraies émotions d'une personne lorsqu'elle n'exprime pas ouvertement ses sentiments. Lorsque vous apprenez des compétences pour devenir un AP, le visage sera un grand centre d'attention. Les nombreux muscles du visage autour des yeux, des sourcils et de la bouche peuvent révéler les secrets des intentions et des émotions d'une personne. Avant d'explorer les expressions faciales spécifiques, nous apprendrons le concept d'expression universelle du visage. Existe-t-il des expressions qui sont évidentes dans le monde entier, à travers les nombreuses cultures qui existent? Est-il nécessaire de réévaluer ce que vous comprenez des expressions faciales lorsque vous franchissez les frontières? La réponse peut se trouver dans les découvertes de Charles Darwin. Expressions innées. Charles Darwin a publié « The Expression of the Emotion of Man and Animal » en 1872 et a expliqué que chaque humain sur Terre ne peut partager que 6 expressions de base en raison de leur gène. Ces expressions sont le bonheur et la tristesse, la peur et la surprise, la colère et le dégoût. Tout comme l'évolution a été une théorie controversée, la théorie de Darwin sur les expressions faciales a également causé des troubles pendant des décennies parmi les scientifiques qui en discutaient la validité. Dans les années 1960, l'expert en expression faciale et psychiatre Paul Ekman a décidé de mettre la théorie à l'épreuve. Ekman, avec ses partenaires, a voyagé dans le monde entier dans des parties non touchées par l'influence occidentale. Il a découvert que, bien qu'ayant été isolés de la majeure partie du monde, les personnes étaient capables d'afficher et de reconnaître les mêmes expressions faciales que les personnes de la plupart des autres parties du monde. Sa conclusion était que peu importe où ou comment une personne a été élevée, chaque personne partage une compréhension des 6 expressions faciales de base. Ekman a également ajouté une 7e expression, le mépris. Les scientifiques du monde entier depuis le travail d'Ekman ont contesté ces conclusions, affirmant qu'il ne s'agit pas uniquement d'une influence génétique, mais d'une combinaison de génétique et de culture. Bien qu'il y ait des variations entre différentes cultures, les 7 principales restent fortes. La capacité d'un humain à reconnaître une expression faciale se produit presque inconsciemment, au point que nos cerveaux trouvent des visages humains sur des objets non humains, projetant des émotions humaines sur des objets sans émotion. Les 7 principales émotions se manifestent principalement dans les yeux et la bouche. Sourcils. Les sourcils sont l'une des caractéristiques les plus expressives d'un visage humain. Même pour quelqu'un qui est généralement doué pour cacher ses émotions, les sourcils les trahiront presque toujours. Des sourcils abaissés sont destinés à cacher les yeux, et donc à cacher l'émotion. Les personnes avec des visages naturellement boudeurs sont considérées comme sournoises ou peu amicales. Les humains sont naturellement attirés par les autres avec des expressions ouvertes, donc un visage qui semble boudeur peut rendre quelqu'un suspect ou mal à l'aise. Cependant, il n'est pas sage de supposer que quelqu'un avec des sourcils abaissés est peu amical. Parfois, en profonde concentration, une personne peut inconsciemment baisser ses sourcils, d'autres fois, cela peut être une expression d'agacement ou de colère. Avoir un nez froncé avec des sourcils abaissés est un signe de dégoût. Sourcils et yeux, les sourcils levés peuvent indiquer la peur, l'inquiétude ou la surprise, et la différence entre ces émotions peut être évidente. Des sourcils légèrement courbés tout en étant levés peuvent montrer des signes de peur, tandis que des sourcils formant un arc indiqueront la surprise. D'autres indicateurs aideront à décrypter la véritable émotion d'une personne. Il est souvent dit que les yeux sont les fenêtres de l'âme, et la plupart des gens peuvent déterminer l'émotion d'autrui en regardant dans leurs yeux. Nous sommes tellement programmés pour lire les yeux des autres que nous pouvons dire quand quelqu'un nous regarde de jusqu'à 100 pieds de distance. Nous pouvons également différencier quelqu'un qui nous regarde fixement de quelqu'un qui nous regarde directement. Certaines personnes sont meilleures que d'autres pour décoder les interactions entre les yeux et les sourcils, donc devenir un bon AP nécessitera la capacité d'apprendre quels mouvements sont associés à quelles émotions. Nous interprétons généralement l'incapacité de quelqu'un à maintenir un contact visuel avec un autre comme un signe de mensonge, car ils ne veulent pas que leur visage révèle la vérité. Cependant, les menteurs aguerris maintiendront un contact visuel agressif, comme s'ils vous défiaient de les démasquer. Si un contact visuel direct et agressif vous met mal à l'aise, il y a de fortes chances qu'ils manipulent la vérité.
D'autres fois, un contact visuel agressif peut signifier un manque de compétences sociales, et la personne au regard insistant peut ne pas réaliser qu'elle vous met mal à l'aise. Avez-vous déjà remarqué quelqu'un qui rit ou sourit et dont les yeux ne semblent montrer aucune expression? Cela peut être un peu inquiétant et vous faire douter de ses véritables sentiments sur la situation. Un vrai sourire fera contracter les muscles au coin des yeux, provoquant des rides ou des pas de doigts. Si vous êtes conscient des pas de doigts lors de vos efforts pour faire bonne impression sur quelqu'un, soyez rassuré, vous donnez l'impression d'être authentique. Bouche. La bouche a de nombreux muscles qui provoquent une variété de mouvements liés aux émotions. Le mouvement des lèvres peut trahir de nombreuses expressions subtiles. C'est un avantage pour devenir un AP, car la bouche est également très difficile à contrôler et pourrait révéler des sentiments que quelqu'un essaie de cacher. Un sourire faux est évident lorsqu'il n'y a que le mouvement de la bouche sans mouvement des joues ou des yeux. Une personne qui sourit par courtoisie ou lorsqu'elle ne veut pas vraiment sourire ne lèvera que les coins de sa bouche, tandis que le reste de son visage restera généralement inchangé. Une bouche tournée vers le bas peut impliquer la tristesse, mais certaines personnes ont naturellement des lèvres tournées vers le bas et semblent toujours tristes. Si quelqu'un ne lève qu'un coin de sa bouche, cela montre généralement du mépris, une expression faciale connue sous le nom de rictus. Le sourire méprisant est probablement un vestige de tendance animalière de notre passé, lorsque montrer ses dents était un signe de haine ou d'hostilité. Presque toutes les autres espèces d'animaux montrent leurs dents pour exprimer la colère, pas le bonheur. Serrer fortement les dents est une autre expression à surveiller. Cela indique généralement un niveau d'agitation ou d'inconfort avec la situation et la personne peut être incertaine de ce qu'elle doit dire. Ce visage est évident lorsque quelqu'un est pris en flagrant délit de mensonge ou lors de la révélation d'une vérité embarrassante. Parfois, la colère peut pousser une personne à pincer ses lèvres comme si elle essayait de retenir les mots de sortir de sa bouche. Pincer les lèvres peut être un moyen de garder le silence pendant qu'elle réfléchit à la formulation de ce qu'elle veut dire. Mordre ses lèvres peut également être un signe de réflexion contemplative ou une tentative de rester silencieux. Serrer la mâchoire révèle aussi un inconfort. Un AP peut déduire que quelqu'un qui serre ou grince des dents souffre peut-être d'anxiété ou est distrait et ne se rend pas compte qu'il le fait. À l'inverse, des lèvres pincées peuvent indiquer une ouverture ou un désir. Si quelqu'un pince ses lèvres lors d'une conversation, il se peut qu'il révèle son intérêt ou son désir envers la personne ou le sujet de discussion. Lèvres pincées et confort, à l'inverse, des lèvres pincées peuvent indiquer une ouverture ou un désir. Si quelqu'un pince ses lèvres en parlant à quelqu'un, il y a des chances qu'il soit attiré sexuellement par l'autre personne. Lorsque les lèvres ne sont pas tirées dans une direction ou une forme particulière, généralement, la personne est à l'aise et détendue. Conclusion, vous pourriez avoir l'impression d'avoir ingéré beaucoup d'informations sur la lecture du visage d'une personne et les nombreuses variations que les expressions peuvent révéler sur les émotions. Du côté positif, les sourcils et les yeux ont tendance à fonctionner ensemble, donc reconnaître un mouvement informera l'autre. La peur, la surprise et l'inquiétude sont notablement entraînées par le soulèvement des sourcils et l'élargissement des yeux. Les différences subtiles, comme une courbe dans les sourcils, délimiteront la peur. Les sourcils abaissés tendent à révéler qu'une personne est agacée, en colère ou profondément réfléchie. Les yeux eux-mêmes ont la capacité de révéler d'autres émotions. Dans les cultures occidentales, un contact visuel constant peut démontrer la confiance, mais s'il est poussé trop loin, il peut montrer l'agressivité. Dans d'autres cultures, cependant, un contact visuel constant est considéré comme impoli, il est donc sage d'être attentif aux origines culturelles et aux coutumes. Parfois, une personne évitera le contact visuel lorsqu'elle ment, tandis que d'autres essaieront de distraire la personne à qui elle ment en maintenant fermement le contact visuel dans une tentative de compenser. Parce que les yeux peuvent être très révélateurs, il est important en tant qu'analyste de personnes de prêter une attention particulière aux yeux et à l'expression qu'ils émettent lors de l'analyse d'une personne. Pour déterminer si quelqu'un affiche un sourire authentique, les yeux et la bouche seront impliqués. Les lignes de rire au coin des yeux seront évidentes, tandis qu'un faux sourire n'impliquera que la bouche. La bouche peut également afficher d'autres émotions, des lèvres abaissées peuvent signifier la tristesse, un coin de la bouche levé est du mépris, des lèvres serrées affichent la colère ou l'inconfort, et des lèvres pincées montrent le désir. En combinant tous les aspects de l'expression faciale d'une personne, vous obtenez une vue complète de son état émotionnel à tout moment et, selon le moment où ces expressions se manifestent, cela peut révéler beaucoup sur une personne en général. Alors que les expressions faciales sont universelles dans leur capacité à transmettre des émotions, il est important de se rappeler que des nuances culturelles peuvent influencer la manière dont ces expressions sont interprétées ou présentées. Lorsque vous analysez les gens, gardez à l'esprit que tout le monde n'exprime pas ses émotions de la même manière. Certains sont plus subtils,
tandis que d'autres sont très explicites dans leur langage corporel et leurs expressions faciales. La clé est d'observer et d'interpréter le langage corporel en prenant en compte le contexte global de la situation, ainsi que les particularités de chaque individu. Résumé et perspective future, cette partie a couvert l'essentiel de l'analyse du langage corporel, des expressions faciales et de leur signification. Utiliser ces compétences pour analyser les gens peut vous aider à comprendre non seulement les autres mais aussi vous-même. Vous pourriez vous surprendre à devenir plus conscient de votre propre langage corporel et de la manière dont vous communiquez avec les autres. En développant votre capacité à lire les gens, vous ouvrez la porte à une meilleure compréhension des relations interpersonnelles, ce qui peut être bénéfique dans de nombreux domaines de la vie, qu'il s'agisse de relations personnelles, professionnelles ou même de négociations. Garder un esprit ouvert et continuer à apprendre et à pratiquer ces compétences vous permettra de devenir un analyste des personnes plus compétent et efficace. Exploration de la personnalité. L'analyse de la personnalité est une autre compétence clé pour devenir un analyste des personnes efficaces. Comprendre les traits de caractère de quelqu'un peut vous donner un aperçu de ses motivations, de ses peurs et de la façon dont il interagit avec les autres. Il existe plusieurs modèles de personnalité utilisés en psychologie, mais nous nous concentrerons ici sur le modèle des Big Five. Modèle des Big Five, les Big Five, ou 5 grands traits de personnalité, sont l'extraversion, l'agréabilité, la conscience, la névrose et l'ouverture à l'expérience. Chaque trait représente un spectre où une personne peut se situer entre deux extrêmes. Par exemple, l'extraversion peut aller de très extraverti à très introverti. Comprendre où une personne se situe sur ces spectres peut vous aider à prédire son comportement et ses réactions dans différentes situations. 1. Extraversion. Les personnes extraverties ont tendance à être sociables, énergiques et recherchent souvent l'excitation. Elles aiment être entourées de gens et se sentent à l'aise dans les interactions sociales. À l'inverse, les introvertis préfèrent les activités solitaires, ont besoin de plus de temps seuls et peuvent se sentir épuisés par les grandes foules ou les interactions sociales prolongées. 2. Agréabilité. L'agréabilité se réfère à la tendance d'une personne à être coopérative, sympathique et compatissante plutôt que hostile ou compétitive. Les personnes très agréables sont généralement aimables et font preuve d'empathie, tandis que celles qui sont moins agréables peuvent être plus directes, critiques ou compétitives. 3. Conscience. La conscience implique l'organisation, la prudence et la fiabilité. Les personnes consciencieuses sont souvent méthodiques, bien organisées et responsables. Celles qui sont moins consciencieuses peuvent être plus spontanées et moins orientées vers les détails. 4. Névrose. La névrose est liée à la stabilité émotionnelle et à la tendance à éprouver des émotions négatives comme l'anxiété, la colère ou la tristesse. Les personnes avec un niveau élevé de névrose peuvent être plus sujettes au stress et aux sautes d'humeur, tandis que celles avec un faible niveau de névrose sont généralement plus émotionnellement stables et résilientes. 5. L'ouverture à l'expérience. L'ouverture à l'expérience concerne la curiosité, l'imagination et la variété des intérêts. Les personnes ouvertes à l'expérience sont généralement créatives, aiment essayer de nouvelles choses et ont un large éventail d'intérêts. Celles qui sont moins ouvertes préfèrent la routine, sont plus pragmatiques et peuvent être moins à l'aise avec le changement. Le pouvoir de l'intuition. L'intuition joue un rôle crucial dans l'analyse des gens. Elle vous aide à saisir rapidement les nuances d'une situation ou d'une personne sans avoir besoin d'une analyse détaillée. L'intuition est souvent le résultat de l'observation inconsciente de petits détails, de modèles de comportement ou de signaux non verbaux. C'est comme si votre cerveau traitait toutes ces informations en arrière-plan, vous donnant une impression ou un sentiment sur une personne ou une situation. Développer une intuition précise nécessite de la pratique et une sensibilisation aux personnes et aux situations qui vous entourent. Être attentif et observer activement les gens, plutôt que de simplement les regarder, peut vous aider à affiner votre intuition. De plus, faire confiance à votre intuition et agir en fonction de celle-ci peut renforcer votre capacité à l'utiliser efficacement. L'intuition et la logique, bien que l'intuition soit un outil puissant, elle doit être équilibrée avec la logique et l'analyse rationnelle. Parfois, notre intuition peut être influencée par nos préjugés ou nos expériences passées, ce qui peut conduire à des conclusions incorrectes. Il est donc important de combiner l'intuition avec une évaluation logique pour obtenir une image complète et précise d'une personne ou d'une situation. L'intuition est une partie importante de l'analyse des gens, mais elle doit être utilisée en conjonction avec l'observation et l'analyse. En développant votre intuition et en apprenant à la faire confiance tout en restant logique, vous pouvez devenir un analyste des gens plus efficace. En développant votre intuition et en apprenant à l'équilibrer avec la logique, vous pouvez améliorer votre capacité à comprendre rapidement les gens et les situations. Comme pour toutes les compétences, la pratique est essentielle. Continuez à observer,
Analyser et faire confiance à votre intuition vous aidera à devenir un analyste des personnes plus compétent et confiant. Nous sommes arrivés au terme de notre exploration sur l'analyse des gens. J'espère que vous avez trouvé ces informations aussi fascinantes que moi et que vous pourrez les utiliser pour épanouir votre esprit et enrichir vos interactions quotidiennes. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à vous abonner à Épanouir l'esprit et divertir, et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Vos commentaires sont également les bienvenus, alors partagez vos pensées et vos expériences ci-dessous. Merci de nous avoir suivis, et à bientôt pour de nouvelles aventures passionnantes dans l'art de comprendre les gens.